Salut à tous. Salut. Bon, analyse et pronostic du combat d'Eric Lewis contre Cyril Gane qui aura lieu à l'UFC 265 dans la nuit du 7 au 8 août au Toyota Center à Houston, donc chez Derek Lewis, pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Donc on avait fait un podcast juste avant pour parler justement de la légitimité de ce titre intérimaire, puisque normalement Derek Lewis devait affronter Ngannou dans un premier temps. Mais ça ne s'est pas fait parce que justement Ngannou ne pouvait pas combattre assez tôt, et donc pour maintenir une carte avec un combat poids lourd, ils ont décidé de mettre cette ceinture intérimaire avec le vainqueur qui affrontera sûrement Francis Ngannou. Donc c'est pas sûrement, c'est sûr même. Enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. C'est ce qui est prévu, mais bon, tu sais, hein, l'UFC, tu connais, on sait jamais. Donc voilà, tout est possible dans le monde cruel de l'UFC. C'est Dallas le bordel. C'est Dallas au Texas. Et donc, ce combat aura lieu donc effectivement ce week-end, et on est content parce que c'est peut-être potentiellement le premier titre qu'un Français pourra gagner à l'UFC, la première ceinture d'un Français, puisque Ngannou, on peut le compter comme dans les combattants français, mais il représente le Cameroun. Et donc c'est pour ça que là on parlera vraiment d'un combattant franco-français, et donc ça serait ce premier titre. Donc commençons déjà comme d'habitude par parler des deux combattants. Donc Derek Lewis, c'est 1m91 de pur plaisir, avec une allonge de 2m01, 25 victoires dont 20 TKO, enfin KO TKO. Donc voilà, on le sait, hein, sa grosse force c'est son knockout power. Une soumission et 4 décisions donc, pour lui. Et il a 7 défaites, 4 KO, donc il est possible de le mettre KO, même si c'est pas facile, une soumission et 2 décisions. Du côté de Cyril Gane, c'est 1m96 pour une allonge de 2m08, donc il a une allonge qui est plus grande que celle de Derek Lewis, de toute façon il fait partie des plus grandes allonges de la catégorie. Et pour lui, c'est très simple, hein, que des victoires, 9 victoires, 3 KO, 3 soumissions, 3 décisions. Le mec est régulier dans ce qu'il fait. J'ai juste oublié une petite chose, un no contest aussi du côté de Derek Lewis, que j'ai oublié de prononcer, ouais. de dire. Donc une fois qu'on a ces chiffres-là, on voit que effectivement la spécialité de Derek Lewis dans un premier temps, c'est le KO. Hein. Donc la partie boxe, de toute façon, sera peut-être la partie sur laquelle on va passer le plus de temps, je pense, puisque c'est là où va se passer l'essentiel du combat. Donc voilà, on peut commencer avec ça, comme d'habitude, niveau par niveau, en commençant par la boxe. Derek Lewis en premier. Juste un petit point au niveau du poids, parce que même si c'est des poids lourds, le poids il est quand même différent. Oui. Dans le sens où Lewis il est à la limite de la KT, hein. Il fait 120 kg. Il est pesé à la limite, c'est vraiment un gros poids lourd. Il cut pour être au poids. Ouais, sûrement. Et Cyril Gane, il est aux alentours de 111. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Il fait pas partie des plus lourds, mais parce que ça va avec son style. De toute façon, son style aérien, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Et effectivement, oui, pour ceux qui ne savent pas, la catégorie des poids lourds s'arrête à 120 kg, et donc certains combattants sont obligés de cutter pour être dans la catégorie des poids lourds, et c'est sûrement le cas de Derek Lewis, qui de toute façon ne brille pas par ses abdos. Donc, donc voilà. Commençons par la boxe, commençons par Derek Lewis. On va donner la primauté à celui qui est le mieux classé au ranking. Donc, pour moi déjà, boxe simple, hein, typique des poids lourds. Très peu de déplacements, vraiment, des coups larges. Il est très à plat sur ses pieds, hein, il n'y a pas de sautillement, il est très peu sur la pointe. De toute façon, il ne peut pas se permettre au poids où il est. C'est très rare de voir un poids lourd qui sautille sur le long du combat. Il casse peu la distance, sauf grâce à son coup de pied en ciseau qui se finalise par sa jambe avant. D'accord, sa jambe avant qui est la plus facile pour lui à sortir de toute façon par rapport à la jambe arrière. C'est celle qui se lève le mieux. Exactement, ouais. Et la deuxième manière qu'il a de casser la distance, c'est en feintant une amenée au sol, parce que de toute façon, on parlera de ces tentatives d'amener au sol, mais bon, elles sont pas vraiment impressionnantes, pour envoyer son overhand. En fait, limite, on peut faire déjà une pause à ce niveau-là, déjà je pense. Je sais pas ce que tu en penses déjà sur le fait de casser la distance, et en parlant de ce truc-là. Derek Lewis, c'est pas quelqu'un qui avance sur ses adversaires.
Non, Je sais pas ce que c'est t'en un penses. contreur. C'est un contreur pour moi. Et c'est pour ça que le combat contre Ngannou a été aussi soporifique. C'est que c'était deux combattants qui travaillaient en contre et aucun rentrait. Donc voilà pourquoi le combat il a été nul finalement. Même si là Ngannou il commence à gommer, il Oui, avance plus. Mais à la base c'est un contreur Ngannou. Il oui, c'est travaille quelqu'un plus qui te en laisse contre. venir. Ouais, Voilà, effectivement. c'est ça. Ils laissent le mec venir, ils absorbent et ils contrent. Et donc Lewis là c'est ce qu'il va faire, hein. C'est Enfin ce qu'il en va faire théorie et c'est ce qu'il va faire. c'est bien dommage parce que tu le dis toi-même, Francis Ngannou commence à corriger un petit peu ce défaut qui est le défaut de beaucoup de contreurs d'ailleurs de toute façon, hein. Enfin, à part des Ouais. mecs comme un Connor qui, à l'époque, il y a très longtemps, dans le prime Connor, qui mettait la pression pour obliger l'adversaire à venir pour pouvoir le contrer. Chez les poids lourds, comme c'est beaucoup plus dur d'avoir le rythme pour mettre la pression, il laisse en général les gens venir et accepte les frappes pour venir contrer et mettre des grands coups de battoir. Et c'est le cas pour Derek Lewis avec des grands crochets larges, des overhands qui lui permettent d'aller connecter dans un bon timing. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a quand même un très bon timing. Il arrive à trouver l'ouverture dans le chaos. C'est-à-dire que quand il est soumis au chaos, quand l'adversaire commence à le frapper, il a toujours cette faculté à venir et à sortir la frappe qui va permettre de finaliser le combat. Ouais. Et il a besoin que d'une frappe, hein. Oui, 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 oui. C'est pas quelqu'un qui va gagner souvent en TKO, hein. C'est quelqu'un qui va éteindre les lumières et puis voilà, on le voit de toute façon, son dernier combat contre Curtis Blade, c'est ce qui s'est passé, hein. Il a éteint la lumière, le mec s'est allongé, il était raide comme un mort. Et là, c'était toujours sur un bon timing, c'est sur une tentative d'amener au sol de Curtis Blade, qui est pourtant sa spécialité, mais elle n'était pas bien préparée. Ce qui s'est Uppercut. passé, c'est que Magnifique. l'uppercut est passé. Ouais. Alors qu'on sait que avec une lutte bien préparée, bon, on verra ça tout à l'heure, mais avec une lutte bien préparée, on peut l'amener facilement pour les meilleurs lutteurs. Je pense à Ilir Latifi, je pense à Cormier, je pense à toutes ces personnes-là. Mais là, j'ai pas compris contre Curtis Blade. Autant premier round, il était là, il dominait de par sa boxe. Et après, deuxième round, je sais pas, il a décidé de rentrer dans les jambes comme ça, sans préparation, et il s'est fait cueillir. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc lui, c'est quelqu'un qui effectivement laisse venir ses adversaires pour envoyer les attaques. En fait, il y a deux phases de combat chez lui. Sa boxe, elle est vraiment très simple et on peut la lire assez facilement. Donc effectivement, sa jambe avant sort pour garder une certaine distance, pour travailler à distance. Sa jambe arrière sort un peu moins facilement parce qu'elle est un peu plus pâteau. Tu sais, c'est vraiment voilà, il l'envoie, mais c'est pas une arme qui crée un grand danger, ni par Ouais. la puissance, ni par la vitesse. On verra jamais Derek Lewis mettre un KO sur un coup de pied. Avoir un Ouais, il knockout. suffit que tu... il suffit que tu dises ça pour que ça arrive. Non, franchement, s'il arrive à cueillir Cyril Gane sur un coup de pied et le mettre KO, franchement, je sais plus quoi faire. Là, j'arrête. Non, je le Non, ferai pas. Je il y a peu de continuerai. chance. Mais il y a peu de Il y a chance. peu Je de chance. continuerai à faire des analyses, mais quand même, il y a vraiment peu de chance. En fait, il faut savoir que avoir un knockout power avec les poings, ça signifie pas forcément avoir un knockout power avec les jambes. Et vice versa. Il y a des gens qui ont des jambes très puissantes, qui peuvent casser les appuis d'un adversaire, arrêter un combat, ne serait-ce qu'à cause des low kicks, et ne pas jamais mettre de KO avec les poings. Et l'inverse est valable aussi. Donc, et là, on retrouve ça chez un Derek Lewis qui peut éteindre la lumière à tout moment avec ses poings. Par contre, derrière, s'il envoie les jambes, ça fera pas de gros dégâts. Non, Mais il après, comme tu n'empêche l'as que... dit, ses jambes, elles lui servent à autre chose. Oui, C'est vraiment, moi je le vois envoyer son high kick quand il est acculé contre la cage, qui veut reprendre un peu de distance. Voilà, oui, c'est c'est sa ça. manière à lui d'avancer. Sur son blitz, il va envoyer le high kick, il va faire reculer et voilà. C'est ça, c'est plus Mais du il scoring, n'envoie c'est même plus... pas. Voilà, non, pour moi, c'est vraiment une reprise de distance, quoi. Il sait que la personne va désengager sur un high kick. Parce qu'il Oui, fait quand même 120 kilos. Même si on le prend dans les avant-bras, ça pique un peu. Donc, en général, les mecs, ils reculent. Et voilà, ça lui permet de reprendre un peu de terrain. ouais. Donc effectivement, donc comme je disais, la boxe elle est vraiment très simple. Donc s'il est à l'initiative, on peut séparer en deux en fait la boxe d'Eric Lewis. C'est soit il a l'initiative et là donc il se sert, bon, comme on disait, de ses jambes effectivement pour envoyer soit ses ciseaux, soit ses middle et tout ça. Et sinon il envoie des coups en ligne directe.
quand il est à l'initiative, quand il avance, en fait, il essaie de gagner de la distance puisqu'il avance pas sur ses adversaires, donc il choisit de la ligne directe. Et en général, il envoie un gros gauche-droite en sachant, excusez-moi, que sa gauche lui sert plus de prendre une distance, en fait, finalement. Il maintient son gauche tendu pour envoyer très fort sa droite directement, bon, soit en direct, soit en overhand, mais en tout cas, c'est vraiment une ligne quand même qui reste assez directe, même si c'est un overhand. C'est quelque chose qui va chercher en fait en longueur finalement. Et la deuxième chose, c'est si il est en défense, là il accepte les frappes de son adversaire pour envoyer des crochets larges. Donc bras avant, bras arrière, un peu importe. De toute façon, avec lui, les deux sont aussi dévastateurs. Et ou sinon, envoyer aussi, il se met, la chose qu'il fait beaucoup, il se plie, il se met en boule, il se recroqueville, ce qui lui permet d'envoyer son overhand. Il lui arrive même des fois de feinter, de simuler la blessure, de simuler le fait d'être touché, pour pouvoir justement mettre en confiance. Finalement, son jeu, c'est quoi? C'est de mettre en confiance l'adversaire pour qu'il avance en se voyant vainqueur. Et donc en commençant à blesser. Si tu parles du combat contre Dos Santos, pour moi, il est vraiment touché. Non, il est vraiment touché. Il est vraiment touché, mais il n'empêche que c'est comme l'animal blessé qui devient dangereux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est vraiment touché, mais le combat ne s'arrête pas tout de suite. En fait, ça continue après. Mais il n'empêche qu'il met un dernier danger sur Dos Santos en envoyant un gros overhand à ce moment-là, parce qu'il aurait très bien pu se faire toucher à ce moment-là. D'ailleurs, je crois qu'il se fait toucher, mais qu'il arrive quand même à le prendre, à l'encaisser. Mais il a ce truc de coup de la dernière chance. Enfin, tu vois, genre, je suis touché, je me plie et je balance une dernière frappe. En fait, c'est vraiment l'animal blessé qui va essayer de sauter à ta gorge une dernière fois, quoi. Donc ouais, non, il y a vraiment ce danger en fait permanent avec Derrick Lewis. Et jusqu'au 5e round. Et jusqu'au 5e round. On l'a vu avec Volkov dans les 10 dernières secondes, qui gagne le combat alors qu'il était dominé tout le long du combat. Finalement, quand on regarde chez Derrick Lewis, c'est quelqu'un qui, sur le papier, à la décision, perdra presque à chaque fois. Finalement. Quand on regarde sur ces 25 victoires, il n'y en a que 2 à la décision, dont une qui est avec Ngannou sur un non-combat. Donc bon, c'est pas quelqu'un qui va à la décision. C'est soit il gagne, soit il perd. Non, parce qu'il est très, très inactif sur un round de 5 minutes. Finalement, il subit les 3/4 du temps. Mais il subit en acceptant. C'est lui qui accepte de subir. Mais et voilà, il va avoir des accélérations très courtes. En même temps, il sait qu'il n'a pas le cardio pour tenir. Il le sait pertinemment. C'est pour ça il avait dit à Dana White de ne plus le mettre sur 5 rounds. Voilà. Là, il le fait parce que voilà, c'est ce qui était prévu. Bon, là, c'est une ceinture, c'est différent. Sur une ceinture, tout le monde accepte. Mais lui, à la base, ce qu'il voulait faire, là, pour finir tranquillement sa carrière, c'était des combats de 3 rounds et voilà, prendre son argent. Et, de toute façon, il a 36 ans. Il a déjà eu sa chance au titre. Là, pour lui, c'est du bonus qui arrive. Oui, c'est clair. Disons que c'est un moyen de gagner un peu plus d'argent. On sait très bien que les combats, enfin si jamais tu as la ceinture, de toute façon tu les négocies mieux. Et donc il est dans sa logique. Bon, même si avec la ceinture, les combats de 3 rounds c'est fini, ça sera que des combats de 5. Mais bon, je suis même pas sûr qu'il se voit lui garder la ceinture longtemps. De toute façon, c'est ça. Juste l'avoir, monétiser encore 1 ou 2 combats et puis voilà. Et je viens de dire une bêtise. Par contre, c'est pas deux décisions en victoire pour lui, c'est 4. Donc 4, dont une contre Ngannou. Donc oui, mais en tout cas sur 25, bon c'est pas... contre Ilir Latifi, il a gagné aussi par décision. Il a gagné par décision contre Ilir Latifi, effectivement. Ouais. Mais contre Ilir Latifi, il s'est fait beaucoup amener au sol. Par contre, niveau lutte, il s'est fait beaucoup dominer. J'ai pas vu le combat en entier. En fait, je suis tombé que sur un highlight de ce combat-là. Et c'est marrant parce que quand tu regardes le highlight du combat, tu te dis que c'est... Non, mais Latifi, pour moi, il a gagné ce combat. Je l'avais vu en direct, pour moi, il avait gagné ce combat. Mais bon, les juges en ont décidé autrement. Ouais, bah tu sais, je pense que Derrick Lewis jouit de sa notoriété, notamment sur les réseaux sociaux, et que ça aide, même si on sait que les juges sont censés être impartials, mais on sait que ça aide aussi sur certaines décisions. Il y a des gens qui ont envie de faire monter et des gens qu'on n'a pas envie de faire monter, et qu'un Derrick Lewis, par sa personnalité, a plus de chances de monter qu'un Ilir Latifi, malheureusement. Ouais. Donc, malheureusement pour le sport et pour le côté vraiment sportif du terme, pour le coup.
Donc voilà ce qu'on peut dire. Enfin, en tout cas, moi, ce que je peux dire sur la boxe de Derrick Lewis. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Comme tu as dit, puisque les trois quarts du temps, il est inactif. Donc, mais il y a toujours ce danger au-dessus de ta tête, quoi. Sur 5 rounds. Même si tu le touches, même si... voilà. En fait, faut vraiment pas se précipiter avec lui. C'est ça. Oui, c'est à partir du moment où tu te sens trop en confiance, tu prends un risque. En gros, limite pour l'affronter lui, surtout sur la partie boxe, il faut se dire tout le long du combat qu'on est en retard au niveau des points. Enfin, tu sais pas en retard au niveau des points, mais comment je pourrais dire que le combat est perdu d'avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire que tout peut basculer à tout moment. Si tu te vois gagnant, si tu te vois trop bien, trop frais, que même dans les dernières secondes que tu te dis c'est bon, je peux dérouler parce que j'ai gagné, c'est à ce moment-là où la sentence tombe, quoi. Donc, Ouais. Parce qu'il a vraiment cette sensation. En fait, il paraît nul. Excuse-moi de dire ça, mais il paraît nul. ouais, Quand tu l'affrontes, il paraît nul. Jusqu'au moment où il t'éteint. C'est c'est ça. ça. Mais c'est vraiment sa stratégie, hein. Il subit, il touche. Ouais, parce que tu le regardes même dans sa garde et tout ça, tu sais, c'est vraiment, on dirait le mec, tu sais, la Mais garde même un dans peu son basse. expression, Le... tu sais, Ouais, dans ouais, son ouais. expression de visage, des fois il a l'air blasé. Tu le touches, t'as l'impression qu'il n'en veut plus. Il tourne un peu le dos, il se met en boule. Tu te dis, ah c'est bon, il est touché, je vais le terminer. Et boum. C'est ça. Moi, il me fait penser, on a croisé des mecs comme lui sur le tapis. Tu sais, beaucoup de mecs comme lui, justement, qui se font toucher. Quand on le regarde un peu vénère, tu sais, mais le regard un peu vénère du mec qui, justement, n'arrive pas à exploiter sa boxe, tu sais, et qui Ouais, se fait trop toucher. Et qui va juste chercher, en fait, par la haine, à t'envoyer t'as un gros crochet ou un gros overhand pour essayer de te toucher au moins une fois, tu vois. Sauf que le problème, c'est que lui, quand il te touche au moins une fois, bah, il te lui c'est décapite. terminé. C'est le seul souci. Donc voilà. Cyril Gann? Cyril Gann. Cyril Gann, Cyril Gann, bon, on l'a fait il y a pas longtemps en plus. on l'a On fait il l'a n'y a fait pas longtemps, avec Volkov. exactement. Bah, justement, ça va être un des points qu'on abordera sur les à côté, c'est sur le temps, le court laps de temps qu'il y a eu entre ces deux combats, justement Volkov et celui-ci. Donc effectivement, on en a parlé la dernière fois, mais on va quand même, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent podcast, puisqu'on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à vous abonner, en tout cas pas encore assez parce que j'ai regardé les chiffres hier et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, je vais faire la parenthèse, à vous abonner, à liker, À à liker. commenter, à partager, à essayer de nous faire connaître le plus possible si jamais vous aimez notre contenu, que ce soit d'un point de vue jiu-jitsu brésilien ou que ce soit d'un point de vue MMA. N'hésitez pas, on vous remercie d'avance pour ça. Donc vous faites partie de notre réussite. Donc, ça c'était la phrase, tu sais. Donc voilà, mais si jamais vous n'avez pas entendu notre précédent podcast sur Cyril Gann, bon, commençons en disant que c'est sûrement le meilleur boxeur des poids lourds, de tous les poids lourds confondus pour l'instant. Oh oui, clairement. Clairement, bah c'est un surdoué de la boxe, pied-point. Oui, ouais. C'est un mec qui a commencé il y a très peu de temps, mais de toute façon, c'est un surdoué dans tous les sports qu'il pratique et dans la boxe. Alors, il a été boxeur thaï pro, pour le coup. Il a même été jusqu'à battre Yacine Bouganem qui pour le coup, n'avait pas perdu depuis très très longtemps, parce que ça fait partie des meilleurs boxeurs poids lourds en boxe thaï au monde, et il l'a battu. Il a un style que justement on avait. Alors c'est marrant parce que là c'est vraiment les deux opposés. J'ai dit tout à l'heure pour Derrick Lewis qu'on a le style typique des poids lourds, très à plat sur ses appuis, peu de déplacement et tout ça. Là on a complètement l'opposé puisqu'on a quelqu'un qui est capable de sautiller sur 5 rounds. Donc, Ouais. donc voilà, il est très à l'aise dans les deux gardes. Très aérien. Très aérien, très relâché, une garde très basse, mais qui sait remonter à tout moment. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il prend peu de dommages puisqu'il sait en fait sortir comme il faut, et surtout il ne sort pas qu'en ligne droite. Il sait aussi tourner à droite et à gauche pour pouvoir Il a sortir une justement de. lecture en plus. Il a une lecture du jeu qui est folle. Exactement, exactement. Et sa grosse arme, et on le disait tout à l'heure avant qu'on enregistre le podcast, qu'il peaufine au fur et à mesure des combats, c'est son jab. Ce qui est le Ouais. plus impressionnant là sur ces derniers combats, c'est vraiment son jab. Un jab qui lui Ouais. sert vraiment à marquer l'adversaire. Parce que normalement, le jab,
la plupart du temps, sert à prendre une distance, sert à prendre justement ses marques pour pouvoir ensuite enchaîner le reste de son enchaînement. Mais certaines personnes maîtrisent parfaitement le jab au point de faire en sorte qu'il devienne très dévastateur. Et pour le coup, chez lui, c'est le cas. Donc on voit que la plupart des adversaires ont été marqués par son jab et ça les a empêchés de venir en fait et d'imposer leur boxe. Ouais, et il a même réussi à imposer son jab contre Volkov qui est plus grand. Qui est plus grand mais qui n'avait pas forcément une plus grande allonge. Je crois que l'allonge était du côté de Gane, si je me souviens bien. Non, il a vraiment une grande allonge alors. Ouais, c'est vrai. Oh oui, il fait partie des plus grandes allonges de la catégorie, comme je disais. Je pense que le seul qui pourrait avoir une plus grande allonge, c'est peut-être Ngannou, et encore, j'ai pas vérifié. Et John Jones, si il arrive, puisque c'est la plus grande allonge de toutes les catégories confondues. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. Et en plus d'avoir son allonge, le fait de boxer en in et out, tu sais, où vraiment il arrive à casser la distance de par ses sautillements, ça lui fait gagner encore une distance supplémentaire. Donc en plus d'avoir de l'allonge et de savoir exploiter son jab et de savoir exploiter son allonge, parce qu'avoir de l'allonge c'est une chose, mais si on ne déplie pas le bras complètement, si on ne sait pas exploiter son allonge, c'en est une autre. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont une grande allonge par exemple quand je forme des mecs en boxe et que je leur tiens la patte d'ours, tu sais, ils raccourcissent leurs bras. En fait, ils ne déplient pas complètement. Et je me bats avec eux, surtout ceux qui ont des grandes allonges, pour les obliger à déplier pour exploiter leur allonge. Là, chez Cyril Gane, c'est le cas. Il sait exploiter son allonge et il le fait très bien. Et il le fait avec beaucoup de puissance. Et vraiment, c'est une arme qu'il va continuer à exploiter. Et je pense qu'il exploitera encore face à Derrick Lewis lors de ce combat. Oui, surtout qu'il y a la place contre Lewis. Hein. Oui. Au niveau des jabs, c'est très ouvert. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Là, c'est vraiment, sa garde, elle est basse, tu sais, il a les mains en dessous du visage. Tu sais, c'est vraiment ça. Il a la garde haute parce qu'on lui a dit qu'il fallait monter la garde, tu vois. Mais enfin, il a les poings un peu hauts parce qu'on lui a dit qu'il faut monter les poings. Mais en vrai, quand on regarde bien, son visage, il est toujours à découvert. Et ses mains remontent très peu. Donc pour le coup, il passe plus de temps à baisser son corps vers ses mains que monter ses mains vers sa tête. Tu sais, de baisser la tête vers les mains, si on regarde bien, que l'inverse. Donc voilà. Il est très bon aussi avec ses genoux et ses coudes. En fait, on voit que vraiment il sait exploiter toutes les armes de la boxe thaï. Donc ça s'est vu contre Junior Dos Santos, par exemple, qu'il a mis KO grâce à ses coudes. Donc voilà, il est très bon avec ses jambes. Il envoie de très bons front kicks qui lui permettront de garder la distance aussi avec Derrick Lewis et de venir lui causer du dégât aussi, de le fatiguer, parce que Derrick Lewis ne protège pas trop la ligne centrale non plus. Que ça soit en middle ou que ça soit en front kick, il prend aussi beaucoup de coups à ce niveau-là. Après, est-ce que ça crée beaucoup de dégâts ? Oui et non, parce qu'on le sait très bien, et des gens qui ont une forte corpulence, comme c'est son cas, sont plus protégés que des gens qui sont plus sharp. Au niveau de la ceinture, ouais. Au niveau du ventre, c'est vrai. C'est con à dire, mais la couche de graisse protège les organes. Et donc, forcément, tu prends moins de dégâts. Et justement, j'en parlais avec quelqu'un que je coach il n'y a pas longtemps, là, c'est cette semaine d'ailleurs, où justement, je disais, tu verras souvent les gens qui tiennent la patte d'ours dans les clubs de boxe anglaise sont souvent gras. Quand tu regardes Canelo Alvarez, tu vois, par exemple, le mec qui lui tient les pattes d'ours, c'est un mec qui est assez gras, tu vois. La plupart du temps, ils sont très gras. Et je pense que c'est parce que, tu vois, ils ont le profil type pour tenir des pattes d'ours. Tu vois, ils peuvent se faire frapper toute la journée. C'est pour ça que j'ai pris 15 kilos. Non, j'ai toujours des petits abdos quand même. Arrête. Et donc ouais, non, pour le coup, c'est vrai que je pense qu'ils ont une endurance à ce niveau-là qui est beaucoup plus forte, justement, de par leur corpulence. Et là, pour gros ventre ne veut pas dire pas d'abdos. Ah non, oui, les abdos sont sous la couche de graisse. Hein. Demain, ça reste des athlètes pros, donc c'est dur. Regarde solide. Canonnier, quand il était chez les poids lourds et aujourd'hui, tu vois, le mec, il a une tablette de chocolat digne d'un powerlifter, non pas d'un powerlifter, d'un mec qui fait du fitness, alors qu'avant, il était sur le même gabarit un peu qu'un Derrick Lewis, finalement. Ouais. Donc effectivement, tu as raison de le dire. C'est qu'en dessous, en plus de la graisse, tu as la ceinture abdominale. Donc voilà, donc effectivement Cyril Gane, bon, il peut tout faire, hein. Il est tellement bon dans sa boxe qu'il peut tenir n'importe quel game plan face à n'importe qui.
Donc ça, c'est une très bonne chose. Et pour moi, là, en plus, il a validé une autre case contre Volkov. C'est qu'on était habitué à le voir justement aérien et tout. Et là, il était beaucoup plus statique contre Volkov. Ouais, oui. C'est une nouvelle recherche, j'ai l'impression, de devenir et d'être un peu plus, justement, lourd, enfin, plus stable, lourd sur les coups, ouais. plus en appui sur ses... voilà, justement pour être plus lourd sur les coups et faire plus de dégâts. Mais en plus, c'est ce qu'il fallait faire contre Volkov, je pense. Après, c'est pas forcément ce qu'il faut faire contre Lewis. Non. Mais en tout cas, il nous a montré qu'il savait s'adapter. Tu vois, c'est pas justement un mec qui est, par exemple, c'est un contreur et il peut combattre que en contre. Non. Là, il savait avancer, il savait rester sur place, on sait qu'il s'est reculé. Donc, il est vraiment complet niveau striking. Oui, c'est ça. Non, parce que là, pour le coup, je pense que s'il y a un game plan à tenir, il se rapprocherait plus de celui de Rozenstruik, quand il a battu Rozenstruik, que celui qui a marché contre Volkov, justement oui, Volkov. Ouais, non, c'est plus ça. Donc oui, effectivement, c'est ça. Et surtout, faut pas oublier qu'il va falloir qu'il soit vigilant. Surtout, tu sais, on disait qu'il avait la garde basse, mais il faut faire attention quand même avec Derrick Lewis parce que je le disais tout à l'heure, il a un très bon timing quand même, tu vois. Et c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai regardé les combats qu'il a fait face à tout le monde, hein, que ce soit Junior Dos Santos, que ce soit contre Mark Hunt, que ce soit contre Curtis Blade, contre tout le monde. En fin d'attaque, si les mecs ont tendance à rester un petit peu, tu sais, à regarder ce qu'ils ont fait, tu vois, à rester un peu trop proche de lui, ils se font toucher, ils se font toucher lourdement. Et on sent qu'il y a une urgence en fait à fuir. Ouais. Tu vois combien de fois Dos Santos il est parti en courant, tu vois, mais complètement. Il était dos à lui, il courait. Ouais, tu sentais que. Après, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des mecs qui étaient plus dans la forme de l'âge, tu sais, où ils étaient plus, c'était plus des déplacements, ils avaient pas des déplacements aussi bons que ceux de Cyril. Et les deux l'ont battu en plus. Hein. Dos Santos et Mark Hunt, ils l'ont battu. Donc bon, il y a des choses à faire, mais il va falloir, je pense que c'est le combat où il va falloir qu'il soit le plus vigilant. Parce que c'est effectivement le combat où on se dit il a 99% de chances de gagner, mais ce petit pourcentage de chance de la frappe éclair qui peut sortir du timing de Derrick Lewis fait qu'il va falloir qu'il soit vraiment très très concentré, peut-être encore plus que d'habitude. Mais là-dessus, bon, il nous a prouvé qu'il savait. Moi, je lui fais confiance. Parce que c'est très difficile de tenir un game plan sur 5 rounds. Et il nous a prouvé qu'il savait le faire. Voilà, contre Jairzinho, contre Volkov. Ouais. Ça bouge pas. La concentration, elle est là du début à la fin. Puis il prend peu de dégâts, même voire pas de dégâts, quoi. D'ailleurs, il écoute les consignes. C'est ouf à quel point il écoute les consignes. C'est ça sa force. Effectivement, et de toute façon, les meilleurs combattants, c'est ça, c'est ceux qui savent écouter les indications du coach à la seconde, quoi. Tu vois. Et donc ça, là-dessus, il est bien, il est discipliné, et pour le coup, il ne remet jamais, j'ai l'impression, en question les indications du coin. Ouais. Non, il écoute, il fait, c'est tout. C'est la PlayStation. Jusqu'à présent, ça a fonctionné parfaitement. Oui, donc là-dessus, c'est clair. On sait aussi que Fernand avait dit dans une interview là, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, qu'il mettait l'accent au niveau de la prépa, au niveau de ses jambes, parce qu'il allait beaucoup envoyer les jambes. Ça va être une des clés du combat. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la boxe. Je pense qu'il va beaucoup envoyer les jambes. De toute façon, c'est logique. Hein. Exactement. Garder une certaine distance, c'est logique. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, d'avoir une distance plus longue, c'est intéressant vis-à-vis d'un combattant aussi dangereux quand tu raccourcis la distance. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est une bonne stratégie. On s'est arrangé pour pouvoir le faire comme ça, mais effectivement, le réseau n'est pas toujours bon, surtout dans son bled. Non, c'est chez toi. Non, c'est chez moi que ça a coupé, je le sais. Merci Free, j'ai tout compris. Je sais où on en était. On était sur la stratégie des jambes. On disait qu'il allait beaucoup envoyer ses jambes pour garder la distance. Ouais. Parce que ce qui est, on en parlait avant le podcast, le danger de Lewis, c'est la mi-distance en fait. C'est là où il peut toucher avec ses bras. Soit on est trop loin et il peut rien faire, potentiellement il peut rien faire. Ses avancées elles sont trop visibles. Ou alors on est collé à lui et ça va, on est en sécurité. Mais dès qu'on a distance de points, là automatiquement il y a un gros danger. Mais collé à distance de coude. Oui.
Collé. Justement, c'est justement, méfions-nous parce que ça a beaucoup été une arme on l'a dit tout à l'heure, hein, qui a marché pour lui, c'est quand il est en boule et qu'il envoie un gros crochet au Overhand dans un timing, tu vois, là, il cherche le timing dans le chaos, et quand je parle dans le chaos qui est généré par l'adversaire qui lui envoie des coups. Voilà, c'est pour ça. Donc là, c'est là où il faut justement, on en reparlera tout à l'heure dans les game plans, mais couper les angles et venir frapper avec les coudes. Je pense que la finalisation qui s'est passée face à Junior Dos Santos est une finalisation qu'il faudrait peut-être chercher face à un Derrick Lewis. Je parle pour Cyril Gane. Donc, si on a tout dit pour ce combat, très clairement, hein, l'avantage, hein, on le sait, il est à Cyril Gane. Hein, de toute façon, on a dit c'est la meilleure boxe. Oui. Donc bon, c'est lui qui est censé remporter ce combat sur ce domaine-là, entre guillemets. Et donc voilà. Mais il y a toujours cette petite incertitude du knockout power de Derrick Lewis. Pour la lutte, voilà, ça va être très rapide. Hein. En fait, finalement, pour la lutte et pour le sol, hein, ça va être très rapide puisque l'essentiel du combat va se passer debout. En tout cas, on l'espère parce que ça serait Je pense. En fait, alors, pour Derrick Lewis, j'ai beaucoup de mal à le voir amener Cyril Gane, qui est trop mobile. Ouais. On sait qu'en plus, il a... Alors, déjà, de base, il n'a pas des très bonnes amenées au sol, Derrick Lewis, c'est juste un mec ultra puissant. Mais en plus, il a des gros problèmes de dos. Ça a d'ailleurs failli lui causer sa retraite. Il avait vraiment des gros problèmes de dos, et la lutte, on sait que pour le dos, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, je le vois pas... je le vois pas chercher la lutte. Non, pas chercher la lutte. Enfin, pas la chercher. Alors, oui et non, parce qu'il n'est pas réputé pour sa lutte, ça on le sait. Il sait par contre parfaitement trouver le timing pour. En fait, comme on disait, il a cette façon de casser la distance, de feinter une amenée au sol pour envoyer son overhand. Mais pour pouvoir créer cette habitude-là, enfin en tout cas ce timing-là pour aller chercher l'overhand, un peu comme ce qui s'est passé Khabib quand il est descendu d'un étage pour feinter la lutte et qu'il a touché Conor dans le combat qui les a vus s'affronter, il faut d'abord déjà envoyer des amenées au sol. Qui marche ou qui ne marche pas. Pour qu'une feinte fonctionne, il faut que le mec y croit. Donc, Voilà, et donc il a tendance à le faire. On l'a vu par exemple face à Volkov, où il vient et il essaye en fait, non pas de venir en double leg, mais plutôt d'aller chercher, tu sais, avec un barrage à l'arrière. En fait, il envoie sa jambe arrière derrière les deux jambes de son adversaire et il essaie de profiter en fait de sa corpulence pour faire chuter l'adversaire. Malheureusement pour lui, contre Volkov, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé en fait sur son amenée. Et donc c'est là où il a pris le premier grand endpoint et puis après il a su renverser la situation. Donc on en parlera tout à l'heure pour la partie sol. Mais en tout cas voilà, c'est-à-dire qu'il essaye quand même de chercher en fait à descendre régulièrement dans les jambes, même si on sait que c'est téléphoné. Ça part de 1000 km et donc voilà, il y a, comme tu disais, il y a une infinitésimale chance enfin non, il n'y a aucune chance en vrai. Non, on va même pas chercher à comprendre. Il n'amènera pas Cyril Gane au sol, c'est impossible. À moins que ça soit sur une glissade ou une saisie de jambe. Et encore, j'y crois. Et encore, non, même pas une saisie de jambe. Je pense que c'est un truc où ils tombent tous les deux, tu sais, bêtement. Mais Cyril Gane, bon, si on fait la transition, ça fait une belle transition avec Cyril Gane, c'est que de toute façon, il a prouvé qu'il savait réagir en fait dans le scramble. Tu sais, il sait profiter de ne pas finalement accepter la descente au sol, mais profiter du fait qu'il soit amené pour dans le mouvement renverser la situation. Renverser, ouais. Donc voilà. Après Cyril, lui, on a vu que c'était quelqu'un qui avait un très bon timing pour descendre dans les jambes. En fait, il profite de son relâchement et de sa boxe pour pouvoir venir et aller très vite dans les jambes, saisir un single leg par exemple. Il travaille beaucoup en single leg d'ailleurs, mais il ne s'acharne pas. Donc c'est de toute façon, c'est Volkov. Hein. Voilà, c'est une consigne. De toute façon, les consignes du coin, c'était ça. Si tu sens que ça va te demander trop d'énergie pour l'amener, oublie. Voilà, exactement. C'est soit tu t'arrives à l'emmener tout de suite, soit tu restes au contact. Enfin, tu profites en fait du fait de l'avoir collé à la cage pour venir au clinch, créer du dégât, ressortir et revenir dans ton game plan de boxe. Enfin voilà, dans ce que tu dois faire en fait dans ta boxe. Donc, mais pas ressortir tout de suite bêtement. Plutôt venir, temporiser, trouver la bonne fenêtre pour pouvoir reculer et ensuite revenir à l'attaque. Donc voilà, en fait, son objectif c'est de lutter
dans le timing, mais pas perdre d'énergie à la lutte. C'est ça. Donc c'est bien ça, de pas s'acharner. Bon, autant dire que pour ce combat, déjà, est-ce que l'intérêt de venir en lutte est très bon? Je ne sais pas. Parce qu'il pourra... Pour Cyril Gane? Ouais, non. Il, Non, j'y crois pas. il a tellement de façons de venir et de coller son adversaire à la cage grâce à sa boxe. En fait, du fait que justement de l'attitude corporelle de Derrick Lewis qui vient et qui se colle à la cage et qui se met en boule, que venir prendre le risque d'aller chercher la lutte, quand tu vois ce que ça a parce donné que ça reste pour... un risque. Hein. Ça bien reste sûr, un risque. quand tu vois ce que ça a donné pour Curtis Blade qui fait partie des meilleurs lutteurs de la catégorie, non. Je pense qu'il y a assez d'intelligence et de QI fight du côté Cyril Gane pour ne pas chercher ça. Après, peut-être Et puis en que... plus, il est trop lourd. Il est beaucoup trop lourd. Hein. Franchement, pour l'amener au sol, ça demande quand même une certaine énergie. Même si voilà, il n'a pas la meilleure défense du monde, ça reste quand même 120 kilos à manipuler. Oui, avec un bon timing, oui, tu vas l'emmener. Mais même, franchement, c'est relou. Non, mais quand tu regardes que ce soit Ilir Latifi ou que ce soit Daniel Cormier, pour amener Derrick Lewis au sol, il a fallu qu'il le charge. Ouais, tu vois, ils ont galéré. Qu'il l'arrache les Bien pieds, sûr. tu vois. Donc, il n'y a que Volkov qui l'a amené quand même assez facilement sur une ceinture. Oui, il ceinturait et crochetait. Mais après, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais des fois j'ai l'impression qu'il est dans l'acceptation, Lewis. En fait, il y a des fois tu sens qu'il veut pas tomber, des fois il s'en fout un peu. Ouais, mais parce que de toute façon, il prend pas de gros dégâts. Et puis, comme on a dit depuis le début, de toute façon, c'est pas un mec qui cherche la décision. Donc, en fait, le fait de prendre des points, d'une amener au sol, de prendre un grand endpoint, ça le gêne pas plus que ça. Tu vois, parce qu'il sait qu'il prendra pas de gros dégâts au sol. Et en plus, il sait que la moindre erreur que tu feras, il renversera la situation. Et lui, pour le coup, il ira mettre son grand endpoint et il mettra du dégât parce qu'il a de la puissance. Donc, et il a son poids pour lui qui fait que toi, pour le renverser derrière, à moins d'être peut-être excellent au sol, ça c'est très très compliqué. Donc bon, franchement, c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution. Par contre, si Lewis se retrouve au-dessus, s'il arrive à lui amener, mais j'y crois pas, c'est pas mauvais pour lui. Tu vois, c'est pas mal. Bah, amener ou renverser la situation si jamais que Cyril Gane amène. Parce qu'on sait que Cyril Gane utilise très bien par contre les amener type box tie. Tu sais, les petits crochetages, les petits fauchages, des trucs comme ça, surtout collés à la cage, on l'a vu, contre Rosenstruck justement, où il a 2 fois amené, surtout une des 2 fois où il a amené sur un petit... un fauchage en boxe. Un petit fauchage box tie, ouais. Tu viens avec ta hanche venir pousser les jambes et en fait tu fais un mouvement de volant, quoi, tu sais, entre le haut du corps et le bas du corps. Et donc il a réussi à l'emmener avec une grosse puissance en plus, enfin vraiment le timing était bon. Donc il peut très bien l'emmener sur quelque chose comme ça. Hein. C'est quelque chose qui peut passer sur quelqu'un comme Derrick Lewis. Dans le timing, tu sais, c'est compliqué, mais coller à la cage et tout ça, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais bon, après, c'est dans l'exploitation de ce que t'en fais. Tu vois, si tu viens, t'envoies ton grand endpoint, mais que lui arrive à se relever, bon, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il a trop de facilité à se relever au sol pour perdre de l'énergie à essayer de l'emmener. Bon, après, si c'est sur un fauchage type box tie comme ça, là, ça demande 0 énergie finalement. C'est du timing pur. Là. C'est même plus de la lutte. Mais après, pour le garder. Ah oui, pour le garder, c'est notre histoire. En fait, quand je parle de ça, c'est sur la globalité de l'action. C'est-à-dire que tu l'emmènes pour l'amener. Ok, tu vas scorer. Bon, au pire, si c'est pour scorer, tu vois. Ou pour le fatiguer, peut-être. Ou dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire d'un point de vue lutte pour Cyril Gane, c'est une fois collé à la cage, c'est de faire des petites amenées façon box tie pour fatiguer. C'est-à-dire vraiment pas chercher à continuer au sol, mais juste le fatiguer en l'emmenant au sol parce que tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Quand tu sais façon box tie, ça veut dire que t'es au clinch avec lui, t'es face à lui, tu vois. Pour moi, c'est un gros danger. C'est un danger. C'est un gros danger. Parce qu'on disait tout à l'heure que justement, quand il se met en boule, vaut mieux se décaler, être limite derrière lui, chercher le dos pour venir frapper. Mais si tu restes en face de lui, déjà, il va pas jamais de la vie, il va se laisser contrôler en clinch comme ça. Ouais, jamais. Il va envoyer des patates de partout. Et autant pour le coup, alors il est, tu vois, sur ses avancées et tout, il est lent, mais ses frappes, elles sont quand même explosives. Hein. Il peut envoyer 3-4 frappes hyper explosives. Il va, sur 5 secondes, tu vois, il va envoyer une grosse série. Donc c'est le clinch de face, je crois pas que ça soit une bonne solution. Non, mais bon, en tout cas, s'il choisit cette stratégie-là, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait la mettre en place, quoi. Donc c'est plutôt des amenées de ce type-là, en tout cas. Ouais,
Bon, pour ce combat, en fait, est-ce qu'on peut faire vraiment pour ce combat? Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui a peu de chances d'arriver. Enfin, vraiment pour le coup. Si Ouais, amené au sol il y a, on dira que ça viendra du côté de Cyril Gane, mais encore. Mais ouais, encore. ouais, c'est ça, et encore. Tu vois. Et Ouais. encore. Pour le Ouais, sol? c'est du 50-50 en lutte, pour moi. Ouais. Il y a pas de... C'est pas... 50-50 sur rien. Ouais, voilà. Sur zéro chance. Au sol. Le sol. Bon, bah, pareil, hein, rien à dire de particulier, à part le fait que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Derrick Lewis arrive à trouver la fenêtre quand il est dos au sol pour se relever ou pour renverser la situation. C'est ce qui s'est passé avec Volkov. Il était en dessous, d'un coup d'un seul, il est arrivé, il a renversé la situation, il s'est retrouvé au-dessus. Volkov a réussi à survivre parce que son allonge a fait qu'il s'est tendu et donc il a réussi à maintenir Rozenstruik, n'importe quoi. Derek Lewis à distance, c'est le mec qui mélange tout, c'est les punchers. Donc voilà, mais c'est pas non plus fou. Il a soumis une fois en 2010. Bon, voilà quoi. Il n'a pas soumis Non, depuis c'est pas... 2010. Bon, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le sol de bien particulier. Mais là, Si, juste qu'il a une bonne défense. En fait, ouais, c'est... Il a le même style quasiment au sol que debout, quoi. C'est que le mec est inactif. Et puis, juste quand il veut sortir, bah, il sort, quoi. ouais. Tu vois, Bon, c'est par ça. contre, Alors, il s'expose, hein. Quand il se relève, il s'expose. Il donne oui, son oui, oui, dos, oui. mais il est tellement puissant. En fait, il est vraiment puissant, je pense, Derek Lewis. Au-delà de frapper fort, tu vois. Parce que tu peux frapper très fort sans être forcément puissant en termes de préhension. Lui, je pense vraiment que c'est une force de la nature. Avec Oui, la c'est ça. facilité avec laquelle il se relève, c'est... Parce que les mecs sur lui, ils font quand même 115 kilos, tu vois. Et ils se Ouais, relèvent normal. ouais, ouais, mais ça va souvent avec ce type de gabarit, hein, de toute façon. Ce type de gabarit, parce que finalement, quand t'es face à quelqu'un comme lui, tu sais, qui est lourd et qui est imposant physiquement, tu as du mal à prendre tes appuis. On a tous vu, on pratique le jiu-jitsu brésilien, le grappling, toutes ces choses-là. Et donc, tu sais que quand tu as quelqu'un qui est rond de cette manière, parce que voilà, il est rond, hein, c'est pas facile de prendre un bon contrôle. En fait, les Ouais, points de contrôle sont. Tu peux pas prendre de bons points de contrôle, entre guillemets. Dans le sens où déjà le ventre prend beaucoup d'espace. Tu vois, c'est vrai déjà en rien que plus. Quand ça. t'es en montée, t'as un genou qui touche pas le sol. T'as un genou qui touche pas le sol. Quand t'es en position latérale, tu vois, en général, tu essaies de fixer les hanches, les épaules, tu vois, mais le problème, c'est que t'es gêné par ce ventre qui te gêne, justement. Donc forcément, tu sais, c'est pas des personnes qui sont facilement contrôlables au sol, puisque les points sur lesquels tu dois actionner ne sont pas disponibles et ne sont pas tous disponibles. C'est-à-dire que tu vas actionner sur un point, mais pas sur un autre. Tu vois, tu vas bloquer la hanche, mais il va pouvoir se relever avec ses épaules. Tu vois, tu vas bloquer au niveau des épaules, mais il y aura les hanches qui seront disponibles. Finalement, en fait, tu peux pas. L'idéal, c'est de fixer les hanches et épaules. Tu vois, quand tu es au sol face à un adversaire. Ou alors, hanches, épaules, ou mettre une pression de l'épaule sur la mâchoire de l'adversaire, le jiu-jitsu invisible, pour pouvoir lui twister la tête et contrôler sa nuque. Tu vois, si tu contrôles son cou, si tu contrôles sa nuque, tu sais qu'il aura plus de mal à actionner et à bouger. Tu vois, les Ouais. hanches et la nuque, c'est les deux choses à contrôler en général. Mais pour le coup, là, avec quelqu'un comme lui, c'est pas évident. Dans le sens où il va pouvoir effectivement, je te dis, se relever, tendre un bras et se rasseoir et se relever. Et effectivement, il va te donner un peu son dos, mais tu vas essayer de lui prendre le dos. De toute façon, tu vas avoir du mal à mettre tes crochets parce qu'encore une fois, le ventre va bloquer, donc il va te renverser, tu Ouais. vas passer par-dessus lui, tu vas te retrouver dans une situation galère. Et Et donc, en après, t'es fait, dans c'est la tout. merde. Et après, tu es dans la merde. Surtout que, comme on disait, il a un bon grand end pound, donc voilà, il faut se méfier de ça. C'est vraiment le type de personne où, en fait, même si tu es meilleur que lui, tu vas avoir du mal à mettre en place ton jeu. En fait, c'est pas que ton jeu, tes points de contrôle. Finalement, avec un mec comme lui, il faut être vraiment bon. Moi, la stratégie que j'utiliserais avec lui, c'est le genou estomac. Ouais. Tu vois, finalement, c'est-à-dire de ne pas être complètement au sol pour ne pouvoir me faire renverser, pouvoir reprendre de la distance si j'ai besoin de prendre de la distance. Tu vois, un secret pour combattre Derek Lewis au sol, c'est l'amener sur le dos, passer sa garde, mettre un genou estomac, lui mettre du grand end pound, tourner autour de lui. En fait, finalement, tourner complètement tout le temps. C'est dès qu'il va essayer de revenir vers toi, tu vas venir, tu vas passer de l'autre côté. Tu sais, tu vas faire ce petit passage dans le dos. En fait, Ouais, ce ouais. petit passage dans le dos, tu vas tourner, faire tes ciseaux, tac, 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 tu vas revenir dans le dos, autre genou estomac, du marteau,
tu passes par-dessus. Finalement, je sais pas si vous avez déjà vu la scène dans les highlights de Galvao, tu sais, où il est avec son adversaire et il tourne dans tous les sens, il fait des essuie-glaces avec ses genoux et tout ça. Finalement, avec un mec comme Derek Lewis, c'est ça qu'il faut faire. En fait, Ouais, en théorie. En théorie, Oui. faut graviter autour Parce de lui. que au premier mouvement que tu vas faire pour faire Ton ton changement. changement de sens, il va se mettre en turtle et il va se relever. Il Ouais, est mais trop puissant. il va se mettre en tortelle, il va se relever, mais tu prendras pas le risque de, d'être pris dans son scramble. Tu vois, et de toi tomber et de te retrouver en Oui, dessous. ouais, il va Tu pas vois? te... Ouais, En en fait, fait, c'est faut pour pas ça que je chercher dis ça. spécialement le dos. Voilà, C'est tu restes ça. au-dessus, mais Tu en te restes, gardant cette porte de sortie. c'est ça. Si Tu tu sens que restes ça et de devient la la même merde, tu manière. ressors. C'est ça. Parce que même s'il se met en turtle, en fait, tu vas continuer à lui envoyer des frappes en gardant un contrôle léger. Finalement, il ne faut pas un contrôle fort sur lui. Il ne faut pas chercher le contrôle fort. Il faut chercher un contrôle léger et venir et le piquer. En fait, il faut le piquer. Il faut tourner autour de lui, le piquer, des Ah ouais, c'est ça. marteaux. Et voilà. Et dès qu'il se relève, après, bon, tu prends ta distance et tu as pris ce que tu avais à prendre, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis Donc, d'accord. donc c'est la solution que je verrais face à lui. Honnêtement, honnêtement, je chercherais pas à garder une position forte sur lui. C'est impossible. Ouais, je C'est suis d'accord. impossible. C'était. Maintenant, est-ce que Cyril Gann peut faire ça? J'en suis pas sûr. Bah écoute, on peut passer à son sol à lui, hein, de toute façon, même s'il progresse et qu'il a montré qu'il savait se soumettre et qu'il a des facilités, on en parlait tout à l'heure, c'est son coach lui-même, Fernand Lopez, qui disait que effectivement ses facilités faisaient qu'il essayait d'apprendre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, des techniques beaucoup plus complexes, mais en oubliant les Voilà, bases. voilà. Il maîtrise des techniques avancées. Et de toute façon, on le voit, il y a des mecs au club, c'est pareil, tu vois. Il y en a si. Un exemple, tu vois, le berimbolo, à un moment c'était à la mode, tout le monde voulait faire du berimbolo. Il y avait des ceintures blanches qui arrivaient à faire un berimbolo, mais ça ne Oui, savait pas défendre leur garde de base, tu vois, basiquement. Donc, et c'est un peu le même truc avec Cyril Gann, je pense. Et de toute façon, c'est la méthode du MMA Factory, c'est ce qu'il a dit Fernand Lopez. C'est que vraiment, on va pousser tes forces au maximum. Et puis voilà, même si on doit sauter un peu les bases, c'est pas un problème. Et jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Maintenant, je suis pas sûr que ce qu'il ait montré au sol. En fait, voilà. Les soumissions qu'il a, la clé de talon, elle est magnifique, rien à dire. Mais c'est pas représentatif de son niveau au sol. Je pense qu'il est limité au sol, très limité au sol. Alors, il peut soumettre. Il a des ouais. positions, s'il se retrouve, il va soumettre. En fait, Mais comme si on disait, est dans un combat de grappe, c'est mort. oui, et comme disait Fernand Lopez, par contre, il a cette faculté, c'est dès qu'il attrape le coup d'un adversaire, quel que soit l'adversaire, quel que soit, il va le soumettre. Oui, Tu mais vois, de ça toute façon, c'est. maintenant on le sait. Maintenant en MMA, et c'est pas que Cyril Gann, on le sait. On sait que c'est des mecs qui sont ultra puissants la plupart. Ils tournent au sol, donc ils connaissent les techniques. Voilà, s'il y a quelque chose de placé, de verrouillé, ça va taper. Qui que tu sois, ceinture noire, ceinture qui tu veux. C'est pareil. Et Cyril Gann, c'est la même chose. Il a ses techniques qui fonctionnent très bien. Je pense qu'il peut les placer à n'importe qui. Mais globalement, si ça va au sol, je le vois pas prendre l'avantage sur Lewis. Non, parce que même dans le dos, ça serait compliqué. Il y en a un qui l'a soumis dans le dos, qui a soumis Lewis dans le dos, c'est Daniel Cormier, mais on connaît le niveau au sol de Daniel Cormier. C'est-à-dire Ouais. qu'en plus d'être un bon lutteur, c'est aussi une bonne ceinture noire, je crois, de jiu-jitsu brésilien. Enfin, je crois qu'il est ceinture noire, mais Je en sais tout pas, cas, mais au-delà des il a ceintures, c'est le un niveau, monstre au sol. voilà, il a le niveau d'une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Donc effectivement, et puis voilà, c'est un mec qui pouvait se permettre de prendre le risque d'aller prendre le dos de Derek Lewis parce que de toute façon, si jamais il y avait eu Scramble, il aurait été encore gagnant sur l'échange. Ouais. Donc ce qui n'est pas forcément le cas de Cyril Gane là pour ce combat-là. C'est vraiment un combattant qu'il faut pas prendre à la légère. C'est pas le sous-estimer parce qu'en fait il t'apporte rien de spécial, tu vois, il apporte rien dans son sol. Mais encore une fois, ça fait partie de ce qu'on disait d'un danger permanent, d'un mec qui est pas facile à prendre en fait finalement. C'est un mec qui est dur à prendre, quel que soit le niveau, il est pas facile à prendre. Sur le papier, tu te dis on va gagner, mais quand tu regardes de toute façon son palmarès, le mec il a 25 victoires pour cette défaite. Donc tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais il a 25 victoires, 20 KO. Donc, Ouais. C'est un voilà, souci. C'est un c'est un souci. souci dans la catégorie la plus relevée, enfin en tout cas la catégorie Et peut-être comme la je te plus dis, dure de. au sol, il combat de la même manière que debout. C'est-à-dire qu'il va te laisser, tu vas lui passer la garde, tu peux travailler sur des soumissions, mais en fait, il est trop puissant, tu vois, il va tourner au dernier moment, il va te renverser, tu te retrouves en galère. Ouais. C'est ce qu'il fait debout, tu vois, il subit et il contre avec sa frappe. Au sol, c'est la même chose, sauf que voilà, il va te laisser progresser,
tu vas bouger, lui il est inactif, juste il se met en sécurité, quoi, il prend pas trop de dommages. Tu travailles, et quand il voit que la moindre fenêtre de sortie, il va se relever, et s'il peut te renverser en plus, il va te renverser. Et par contre, en termes de dégâts au sol, je le vois beaucoup plus puissant. De toute façon, il est beaucoup plus puissant que Cyril Gann. Oui. Mais s'il y a du grand and pound, il Fera peut plus de potentiellement dégâts. faire très mal à Cyril Gann, ouais. Parce qu'on l'a Ouais. jamais vu, Cyril Gann, sur le dos. Non, je crois pas. On l'a vu tomber, mais il a renversé tout de suite, il a soumis. Oui, c'est ça. À son premier combat à l'UFC, là. Mais vraiment, sur le dos, avec un mec de 120 kilos sur toi, c'est compliqué. Non, mais ça n'arrivera pas. Je pense pas que ça arrivera. Non, je pense À pas. moins qu'il Je fasse pense pas. l'erreur, mais j'y crois pas. Mais qu'il fasse l'erreur d'aller chercher au sol, mais j'y crois pas. Pour moi, faut vraiment pas chercher la soumission contre. Ça serait une grosse erreur de chercher la soumission. Même étranglement arrière et tout, ça serait une erreur. Oui, 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 parce qu'on sait que c'est une soumission qu'il peut aller chercher Cyril Gane. Il essaye de temps en temps Ouais. d'aller la chercher contre Rosenstruck. Struck, il a essayé de la chercher. Mais Et c'est tentant en c'est plus. pas le même. C'est très tentant contre Ouais, Lewis. ouais, Tu ouais. sais qu'il se met dos à la cage, un peu de côté. Non, je pense qu'il faut le suivre. Il faut le laisser se relever, le suivre en frappant. Mais c'est ça. En fait, C'est faut juste ça. frapper, rester derrière, frapper, ne pas chercher à être trop gourmand. En fait, finalement, on en parlait la dernière fois, de la gourmandise. Il faut savoir, je sais plus sur quel pronostic on en a parlé, mais cette gourmandise-là, faut la laisser de côté. Faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis après repartir sur ses forces. Et là, avec un mec comme ça aussi dangereux, il faut rester dans ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise le mieux. Et donc pour le coup, ça serait sa boxe. Pour ce combat, je mettrais quand même. Alors, je vais mettre l'avantage à Derek Lewis. Non pas parce que il est meilleur que Cyril Gane au sol, mais parce que pour tout ce qu'on a dit sur le fait que il est dur à appréhender au sol, que son gabarit, que sa force, que sa corpulence fait que au sol, il peut plus facilement renverser la situation et créer du dégât que l'inverse est possible. En tout cas, avec le niveau au sol de Cyril Gane. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, je mets Lewis aussi. Les à côté. Alors, bon, il n'y en a pas 36. Le plus gros à côté que je vois sur ce combat, c'est pour Derek Lewis, c'est qu'il est chez lui. En fait, le combat se passe à Houston, c'est là où il a la plus grosse communauté, il vient de là-bas, donc le public sera à 100% pour lui. D'une part, c'est un Américain, en plus chez lui, donc déjà dans l'énergie qui sera dégagée par le public, l'énergie, elle sera à 100% pour Derek Lewis. Ouais. Mais bon, Ensuite, ça, c'est pas. Je sais pas si ça impacte quoi que ce soit, parce que de toute façon, en tant que Français, Cyril Gane, il est habitué à pas être supporté par les fans américains, tu vois, donc c'est la routine. non, oui, non, mais pour lui, oui, mais c'est plutôt dans l'énergie que ça donne. Tu sais très bien que, tu sais, des fois, même quand t'es dans le mal, quand t'as un public qui te pousse, je parle plus que plus que Toi, du ça côté retire de la Lewis. force à Cyril Gane, plus que ça donne de la force à Derek Lewis. Tu vois, Ouais. pour faire le spectacle, pour tenir un peu plus, pour pas lâcher, tu sais, quand t'es devant ton public, ça marche quand même, hein, ça marche quand même. L'énergie positive. Souviens-toi Dragon Ball, quand la planète Terre envoie l'énergie à Goku qui ensuite gagne son combat. Et ben voilà, c'est ça qui va se passer là-bas à Houston. Bah, j'espère Donc, pas. Club Dorothée. Le mec, il retombe en enfance en plein podcast. Ensuite, bon, d'un côté comme de l'autre, il n'y aura aucune pression. Hein. C'est des mecs qui aiment combattre, qui aiment le challenge, qui sont là pour ça, qui vraiment se mettent aucune pression. Le titre n'est pas une fin en soi. L'argent en est plus une, d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre. C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes profils, finalement. Ouais, c'est vrai en plus. Alors, pas au même stade de leur carrière, Non, mais c'est le même profil. ouais, c'est vraiment un truc. Les deux seront pas stressés, les deux seront détendus, les deux vont blaguer dans les vestiaires avant de venir. Donc là-dessus, je suis pas sûr que l'enjeu de l'événement, l'enjeu de la ceinture intérimaire et du titre potentiel à la clé, enfin du title shot potentiel à la clé, soit quelque chose qui les transcende plus que ça. Enfin, en tout cas, qui les touche plus que ça dans la gestion Ouais, de l'approche du ouais, combat. ouais, complètement. Ouais, juste Cyril Gane, ouais, pour le coup, c'est plus le côté financier où, comme on disait tout à l'heure, s'il a la ceinture, il pourra négocier de plus gros cachets et donc acheter plus de maisons, puisque c'est ce qu'il souhaite. C'est le mec, tu sais, au quartier, on réfléchissait en nombre de Grecs, et lui, il réfléchit en nombre de maisons qu'il peut acheter. On n'est plus sur les mêmes sphères, c'est comme ça, quoi. Donc voilà. La seule chose qu'on pourrait dire sur les à côté aussi du côté Gane, c'est sur le temps entre les deux combats, entre Volkov et le combat contre Derek Lewis. Je crois Alors, que il y a c'est ça, 8 et il y a. semaines. C'est 6 ou 8 semaines. Alors, ouais, et il y a sa femme qui va accoucher ou qui a accouché?
ou qui a accouché, mais je crois que c'était déjà le cas. Ou non, c'était pas encore le cas. Non, c'était pas Non, encore c'était le pas le cas cas. contre Volkov. Alors je sais Mais pas c'est. s'il a Ah, eu un non, non, bébé si. là récemment. On en a parlé, oui, oui, on en a parlé quand on a parlé justement du titre intérimaire Ouais, et tout ça. Effectivement, j'en c'est ai ça. parlé à ce moment-là. Il y Et a ce point aussi. et il y a ce point parce que ça peut changer les choses, notamment d'un point de vue sommeil. On le sait, si son enfant a la chance de faire ses nuits dès le début, tout va bien. Mais si c'est pas le cas, ça peut être la misère. Donc dans la récupération, effectivement, ça peut jouer. Ça peut jouer psychologiquement. Puis tu peux avoir ton esprit ailleurs, tu peux avoir ton esprit à ton Ouais, enfant. il y a ça aussi. C'est Personne ne peut savoir Après, comment il va voilà. réagir. C'est ça. Ça, c'est une inconnue. Même si je pense pas honnêtement que ça ait un impact. Mais bon, faut quand même le notifier. Il faut quand même le notifier. Et donc là, oui, effectivement, le peu de temps entre les deux Il y a eu combats. combien de temps alors? Alors, honnêtement, j'ai pas fait bien mes devoirs. Je sais plus si c'est 6 ou 8. Je crois que c'est 8 semaines. 8 semaines. 2 mois. Ok, donc 2 mois. Je crois. Mais même 6 ou 8, de toute façon, à 2 semaines près, c'est très court. De toute façon, quoi qu'il arrive. En sachant qu'il a pris quand même pas mal de frappes au niveau des jambes. Maintenant, quand on Alors, il écoute, a pris pas mal de frappes. Il a pas eu de blessure. Parce il que a pas eu de sinon, de blessure. toute façon, Oui, il aurait été suspendu par la oui, commission. par la commission. Donc s'il a fait ça, il a fait 5 rounds sans suspension, sauf je crois que c'est 15 ou 20 jours le minimum, Oui, le truc habituel, quoi. d'office. Je crois que tu prends 20 jours d'office parce que t'as fait un combat, quoi. Ouais, mais Mais tu peux il a pas eu de t'entraîner quand même. suspension. Enfin, suspension, c'est pour combattre, c'est pas pour s'entraîner. Ouais, voilà, donc tu peux Donc tu t'entraîner. peux Donc il a, en t'entraîner, fait, ton camp reprend. c'est ça, il a repris son camp. Alors la seule différence, c'est que les qualités que lui demandait le combat de Volkov ne sont pas les mêmes que ceux que vont lui demander le combat contre Lewis, puisque la stratégie est différente. On en a parlé. Donc c'est juste ça, mais sinon je pense qu'il sera prêt. Moi je pense qu'il sera prêt, il n'y a pas de souci. Oui, oui, je pense aussi, d'après ce que disait Fernand Lopez, il a pris une semaine pour récupérer. Normal, logique. Et après, il est reparti dedans. Le fait d'avoir un laps de temps court entre les deux, en sachant que c'est quelqu'un qui combat quand même assez régulièrement, quand même Cyril Gane, Ouais, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être une mauvaise chose pour certains, mais pas pour tous. Là, tu es encore dans le bain de ton camp, tu peux l'enchaîner. Il est encore frais dans sa carrière, il a que 9 combats, donc ouais. il est encore bien. Hein. Donc, c'est pas comme s'il en avait 30. Hein. Et puis en Donc, plus, t'affrontes un adversaire qui va pas te dicter le rythme. C'est oui, lui qui va dicter le rythme, quoi qu'il se passe. Tu vois. Donc il sera prêt physiquement, tu vois. C'est pas un adversaire qui va te mettre un rythme de dingue où ça va être la guerre tout de suite. Là, c'est lui qui va imposer le rythme. oui, oui. Oui, et puis il n'aura pas besoin de courir hein, dans l'octogone, hein, puisque de Ouais. toute façon, c'est pas quelqu'un, comme on a dit, c'est pas quelqu'un qui met la pression En non plus, plus, tu vois. si je dis pas n'importe quoi, c'est la grande cage. Parce que là, on n'est pas à l'Apex. Non, on n'est pas à l'Apex. Donc là, c'est encore plus facile pour lui. Tu vois, Oui, pour imposer, pour mettre son jeu de distance, etc. exactement. Et en plus de ça, bon, on sait que de toute façon, dans sa prépa physique, il ne fait pas des prépas physiques de charbonnier, c'est des choses qui sont faites au millimètre, c'est des choses qui sont faites sur des exercices un peu ludiques. On est vraiment sur plutôt la recherche d'aptitude plutôt que de la recherche de performance physique. De toute façon, il a déjà un physique impressionnant. Donc travailler encore plus son physique, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'il ne le travaille pas. Peut-être chercher un peu plus de puissance dans ses frappes et tout ça, mais ça ne demande pas forcément de se crever à la prépa physique. Donc vraiment, toutes les images qu'on voit de ces préparations, c'est des choses où on recherche plus. Le petit crack que vous avez entendu, c'est notre cher Rolly qui a fait J'ai jouer des craqué mes doigts. mécaniques. Ouais. Il a craqué ses doigts. Et donc vraiment, c'est plutôt des choses où il cherche vraiment à créer du réflexe musculo-squelettique. Tu sais, le mec, il va employer des grands termes. Non, non, vraiment, pour le coup c'est vraiment, on cherche à travailler sur de la précision. C'est vraiment ça. La précision, du timing, des choses qui vont faire la différence dans le combat parce que le style de Cyril Gane s'y prête. Tu vois. Donc, c'est pas des choses qui vont le Ouais. fatiguer dans sa préparation physique. Il peut enchaîner plusieurs camps sans tirer la langue. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est bien fait avec une bonne équipe. Donc voilà, je pense pas que ça joue énormément. Au contraire, je pense que le fait de le garder dans le bain comme ça sera plus une force qu'une faiblesse pour lui. Ouais. Et puis les jeunes, Cyril Gann. Il a 31 ans. Lewis, il a 36 ans. Oui, Lewis, ça commence à être compliqué à mon avis. C'est vraiment, pour moi, c'est ses derniers combats, Lewis. ouais. Tu vois, là, il a Ouais. mis, voilà, il a mis tapis, il essaye de rapporter le plus d'argent possible et puis il se bat.
Et dans sa carrière, tu comptes aussi quand il met KO des mecs sur le parking, des gens qui essaient de lui voler ses voitures ou pas? C'est vrai qu'il faut lui rajouter ce TKO. Ouais, mais à mon avis, c'est pas le seul, à mon avis. C'est pas le C'est pas un seul. TKO. Ça, c'était un vrai KO, à mon avis. C'était un vrai KO. C'était limite un meurtre. Donc bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les à côté. Pronostic? Game plan. C'est toi qui as instauré ça. Game plan. Eh ouais, c'est toi qui as instauré ça. Moi, je m'y tiens maintenant. Je le mets sur mon petit papier. Donc, game plan. Bon, on pourra dire ce qu'on voudra, mais game plan sur du côté Lewis, je pense que ça changera pas de grand chose de d'habitude. De toute façon, le mec a fait sa carrière sur un style. Je suis pas sûr qu'il change là au vu d'un combat contre Cyril Gane. Même si, tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que potentiellement dans l'idée il faudrait, mais est-ce qu'il a les aptitudes pour le faire? Je ne pense pas. En plus, il sait que ce qu'il fait, ça marche. Mine de rien, ça marche. Pas à tous les coups, mais ça marche quand même relativement la plupart du temps. Donc, pas de raison de changer, hein, pas de changement dans la continuité. Donc comme d'habitude, il va chercher à connecter. Jusqu'à la dernière seconde, il sera dangereux. Et donc voilà quoi, il y a pas. Enfin, tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait, c'est ce qu'on va retrouver là dans ce combat-là. Ouais. Ouais, Lewis habituel. Voilà. Pour Cyril Gane, je pense que ça va être un game plan qui sera similaire à celui qu'il a mis en place contre Rozenstruik, puisque de toute façon, c'est à peu près les mêmes profils, en sachant que bon, Derek c'est peut-être un peu plus puissant et moins mobile. Ouais. Mais bon, ça reste en fait, quand je dis, c'est dans l'approche de combattre un mec qui peut t'éteindre à n'importe quelle seconde. Ouais. Tu vois. Donc l'idée de toucher sans être touché, qui est la marque de fabrique du MMA Factory, bon, encore une fois, devra être mis en place parce que c'est ce qu'il y a à faire dans ce combat-là. C'est même la ligne, le fil rouge à suivre dans ce combat-là. Mettre des middle, des front kicks, ligne médian pour fatiguer Rozenstruik et garder la distance. Des low kicks, les low kicks passent très bien. Et encore, très honnêtement, c'est pas une clé du combat, les low kicks sur ce combat. Parce que comme il se déplace pas de toute façon, Lewis, que tu lui casses ses jambes ou pas, finalement, tu vois, il les prend tous les low kicks. Et ça n'a pas vraiment d'impact sur lui. Non, ça n'a pas d'impact. Alors c'est plus relou si Cyril l'en prend. Parce que lui, il a besoin de se déplacer. Mais Lewis, bon, il prend les low kicks. Et même si tu touches durement les jambes, parce que je suis convaincu qu'à chacun de ces combats où il a pris des low kicks, il était durement touché, il garde son punch. Tu vois, c'est pas un mec qui a besoin d'appui de fou pour envoyer un punch. Il a un punch de fou naturellement, même s'il envoie que la main. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, des fois même, il encaisse. Alors, il utilise le low kick, tu vois, il s'en sert, il l'accepte, je veux dire, pour envoyer son overhand. Parce qu'il sait que ta tête sera à cet endroit-là au moment où tu enverras le low kick, donc il envoie son overhand. Donc, le low kick, c'est pas. Alors, il faut en envoyer, mais c'est pas forcément le truc qu'il faut le plus envoyer. Bon, on en a déjà parlé de toute façon de ça. De toute façon, quand on voit un low kick, il faut toujours avoir les mains très très hautes. Parce que effectivement, il y a une des techniques possibles quand on contre un low kick, c'est de l'accepter, de rentrer même, de l'accueillir en rentrant dans le low kick pour justement casser la puissance du low kick. Puisque de toute façon, quand tu casses le mouvement, tu prends 2 fois moins de puissance sur ta frappe, pour ensuite envoyer très fort ta main arrière. Et comme en général, quand on envoie une jambe, les mains sont rarement très hautes, tu peux te faire connecter et tu peux te faire mettre KO à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, moi je pense pas que les low kicks soient vraiment une bonne solution face à lui, mais plus des coups médians, vraiment middle kick, front kick, pour le coup pour fatiguer, pour garder la distance, et ensuite venir essayer de casser la distance avec la boxe, profiter du fait qu'il se mettra en boule parce qu'il se met en boule à chaque combat, pour ensuite couper les angles, ne pas rester dans l'axe mais couper les angles et essayer de passer derrière et de balancer soit des crochets qui viennent de derrière, donc voilà, mais surtout des coups de coude, qui viennent en descendant et qui créent beaucoup de dommages. Coup de genou. Coup de genou. De toute façon, à partir du moment où il est en boule, ouais. Tu peux envoyer un bon petit genou, après tu cherches à prendre le dos, voilà, coup de coude. C'est ce qu'a fait Mark Hunt avec un coup de descendant, ça avait bien touché. Ouais. Et en plus, le fait d'être sur le côté, de toute façon, il enverra son contre automatiquement. S'il envoie son contre, t'es pas là, quoi. T'es derrière, oui, c'est ça, pas toucher. C'est ça. Et de toute façon, dans les attaques, effectivement, il faut faire des attaques, des enchaînements courts, à mon sens. Il ne faut pas rester longtemps sur ces attaques. Il faut venir envoyer 2-3 coups max
et ressortir, ou alors 2-3 coups. Si, tout dépend en fait. Si il est dos à la cage, parce qu'il a souvent tendance à rester collé à la cage quand même. Son aire de jeu, Ouais, lui, c'est à la cage. c'est ce qu'il fait. Hein. De toute façon, il Donc, se met à la cage. Et je t'ai dit, quand il veut reprendre de l'air, il va faire son entrée où il va envoyer son high kick en avançant, son high kick jambe avant. ouais. Ce qui va te faire reculer. Et là, il reprend un peu de distance. Mais après, il retourne à la cage de toute façon. Oui. Mais donc, c'est ce que je disais. Il est dos à la cage, comme c'est le cas, et dans ce cas-là, tu vas envoyer ton enchaînement et tu vas ressortir, in-out. Soit il n'est pas dos à la cage, et dans ce cas-là, tu peux envoyer ton enchaînement et tout de suite, en fait, couper l'angle et ressortir, en fait, sur les côtés. Passer derrière, Ouais, c'est tourner ça. autour de lui, finalement. C'est vraiment ça. Mais ne jamais rester dans cette ligne d'attaque, la ligne de mire qu'il a, et dans laquelle Ouais. il crée le danger. Parce que, comme on disait, jusqu'à la dernière seconde, il peut être dangereux et mettre KO. Donc voilà, faut être vraiment concentré de la première à la dernière seconde avec un mec comme lui. Tu vois Ouais. autre chose? Non, t'as résumé le game plan. Bah, on en avait parlé avant, donc Ouais, on je l'avais voyait plus ou moins validé. la même Ouais. chose. Donc, Pronostic. Alors, vas-y, honneur à toi. Grand prince du alors, pronostic. pronostic. Betclic.fr. Bah, écoute, moi je vois Cyril Gann par TKO. Ouais, Par TKO vraiment avec le game plan que t'as décrit. C'est-à-dire que je le vois un peu, voilà, à la fin sur ce qu'a fait Mark Hunt, tu vois, avec un Lewis qui se met en boule. Alors, quand il se met en boule, c'est pas forcément qu'il est touché, comme on vous dit, hein, c'est qu'il cherche, voilà, c'est sa solution c'est de sa repli, et après il défense. envoie C'est son sa coup. défense. C'est sa C'est un défense, peu c'est sa ça. garde. En vrai, c'est comme une garde hein, pour lui. Hein. C'est ça. Sauf que bah, visuellement, tu vois, s'il reste en boule et que t'envoies une grosse série de frappes, l'arbitre il peut arrêter, même s'il n'est pas forcément touché, tu vois. Donc moi c'est un peu ce que je vois. Je le vois se prendre des coups sans forcément se prendre de coups durs. Je le vois pas tomber KO, mais je vois l'arbitre arrêter. Je le vois submergé par les frappes, Lewis, et je vois l'arbitre arrêter. Ouais. Et toi, tu me disais tout à l'heure, quel round? C'est là où, Quatrième. en fait, on a le même pronostic, mais pas le même round, par contre. Toi, tu Quatrième. vois quatrième. Et moi, je Ouais. vois deuxième. Je prends un peu plus de risques que toi. Ah, Enfin, c'est expéditif là. plus ou moins de risques. En fait, j'en sais rien. Mais moi, je vois plutôt deuxième. Je me dis que plus le combat dure et plus ta vigilance, enfin, plus le danger est important pour Lewis. Enfin, plus il peut t'imposer du danger. Tu vois? Plus il prend ton rythme aussi. Parce que mine de rien, il prend quand même ton rythme. Tu vois? Oui, oui, Donc, bien euh, sûr. donc bon, et je me dis que voilà, premier round, il va prendre les infos, il va prendre ses marques et après il va finaliser sur le deuxième avec ses coudes. Pour le coup, je pense que de toute façon, il a la capacité de le faire. Et donc voilà. Moi, je vois bien sur un deuxième round le fait de vouloir finir vite. Je pense qu'il est en capacité de le finir vite, même si il est vrai que Derek Lewis Hmm. ne tombe pas facilement KO. Excusez-moi. Oui, j'arrive. Il y a quelqu'un qui embête mon fils. On a un troisième pronostiqueur qui est venu, qui est rentré, et son pronostic, forcément, il n'était pas bon avec nous. Et donc ouais, qu'est-ce que je disais? Il faut garder son calme et son sérieux. Ouais, faut rester Quel professionnel. professionnaliste. Et donc ouais, non, je le vois effectivement en deuxième round. Alors c'est vrai que ce que je disais, c'est que Derek Lewis, il n'est pas forcément facile à mettre KO. Il en a pris peu dans sa carrière. Cyril Gane peut mettre KO. Il a des coups qui ont prouvé qu'il peut être dévastateur. Donc ça là-dessus c'est une arme qui peut sécher au deuxième round. Maintenant, et ton fils m'a coupé et je sais même plus où je voulais en venir. J'avais tout dans ma tête, c'était clair, c'était pourtant clair, mais C'était limpide. c'était limpide. Mais oui, et donc oui, non, c'est pas ça. C'est vrai que je dis ça, mais peut-être que je suis faussé par Mark Hunt. Il a mis KO aussi très rapidement parce que c'était un combat en 3 rounds, je crois. Donc Ouais, il a mis peut-être. KO dans les. J'ai pas vu, j'ai vu le highlight en fait. Non, mais J'ai j'ai vu vu le le finish. combat et je crois que c'était au troisième round, deuxième ou troisième, je sais plus. En tout cas, c'est. Mais bon, Mark Hunt, on sait très bien qu'il a un punch aussi de fou. Ouais, Et ouais. donc voilà, donc Un ça fausse punch et un peut-être. menton de fou aussi. Voilà, ça fausse peut-être mes dires, mais je pense qu'il est en capacité de le battre dans le deuxième round. Ok. Moi je vois À voir. quatrième.
Pour moi, c'est trop risqué en fait. Pour moi, c'est vraiment prendre un gros risque. De chercher le finish dans le deuxième round, c'est de prendre un gros risque. En fait, moi, je vois le risque, on inverse le risque. Ouais. Voilà. Pour toi, c'est plus risqué d'aller au quatrième. Pour moi, il est plus dangereux dans les premiers rounds. Même si, on l'a dit, il est dangereux tout le combat. Mais voilà, je pense que dans les premiers rounds, c'est là qu'il est vraiment le plus dangereux. Parce que logiquement, voilà, c'est là qu'il est le plus explosif, on va dire. Oui, mais si tu te places bien, comme on a dit, son explosivité, elle sert à rien, tu vois. Faut voir. Ouais. Tu sais, Junior Dos Santos, il l'a fini au deuxième. Je me dis qu'il peut battre Lewis au deuxième. Il a la capacité, vu que c'est à peu près la même chose, tu vois, c'est venir, passer derrière, venir envoyer les coudes. Si c'est ce qu'il fait, hein, bien sûr, on parle de ce principe-là. Après, c'est pas dit qu'il fasse ça. Ça se trouve, il va faire une décision comme il a fait contre les autres. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Parce que là on présage du fait que... Mais quand on regarde les derniers combats de Cyril Gane, il a plus été chercher la décision que le finish. Bon, c'est pas qu'il n'a pas cherché à faire le finish, mais la décision s'est imposée à lui. Et donc c'est possible que ça ait la décision aussi. Mais bon, j'ai envie de prendre ce risque-là. Et par panache, je me dis que voilà, un petit TKO au deuxième round, ça peut faire notre affaire. Et ça peut faire son affaire aussi parce que il a aussi besoin de montrer qu'il est encore en capacité de mettre des KO pour lui, pour la suite de sa carrière. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne de risques non plus. Mais je me dis que contre un profil comme celui de Derek Lewis qui ne se déplace pas beaucoup et qui se met en boule et tout ça, voilà, il peut briller. On aura la réponse très bientôt. Très très bientôt. Yes. Puisque c'est ce week-end. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Écoute, on avait dit si on fait si on fait plus d'1h30 là-dessus, c'est qu'on est des vrais pipelettes, on a 1h15. Ça va, on est bon. Pas mal. On est bon. Bon écoutez, en tout cas, c'était notre dernier podcast avant la rentrée. Sauf si, bien sûr, les aléas de la vie fait que y a un petit on vous la fait courte qui sorte, mais je suis pas sûr parce que j'aurai pas de matériel avec moi là où je serai. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, le prochain UFC numéroté se passe à la rentrée, donc on est bon dans le timing. Et donc, il ne nous souhaite plus qu'à vous souhaiter déjà des bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà ou qui vont partir. Qui vont y aller. Voilà. Et une bonne écoute. Bonne journée, une bonne écoute, une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut à tous. Ciao.